Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine, à InfoTémis, rappel des consignes sur le compostage avec la MRCT, 12e édition du Relais pour la vie, le Festivoile, un nouvel événement pour les amateurs de voile, le Rift propose depuis près de 10 ans une programmation de répertoire, nouveau concept pour l'entreprise de fil en aiguille et rencontre avec Gilles Gobeil qui a participé à la traversée du lac Abitibi. Bonjour à vous, bienvenue à InfoTémis. Ce lundi 22 avril était la journée de la Terre et la MRC de Témiscamingue a décidé pour l'occasion de rappeler quelques consignes importantes pour le tri des matières résiduelles, principalement en ce qui concerne le compostage. Rappelons que le Témiscamingue fait figure de pionnier en matière de compostage, mais que malgré tout, certaines consignes ne sont toujours pas respectées. Le compost permet de réduire considérablement le coût d'enfouissement des déchets et c'est la collectivité qui bénéficie de ces économies. Alors aujourd'hui, on va s'attarder aux diverses consignes en lien avec la gestion des matières résiduelles. Est-ce qu'il y a des consignes qui sont plus importantes que d'autres? Oui, je dirais qu'il y en a qui sont plus importantes ou qui ont plus d'impact si ce n'est pas bien fait par le citoyen. Entre autres, pour l'utilisation des sacs pour les matières organiques. Ce qu'on demande, c'est que les gens utilisent des sacs compostables et non des sacs de plastique, parce qu'il y a encore des gens qui mettent ça dans des sacs de plastique. Puis ça a un impact parce que, veut pas, ça se décompose de façon anaérobique, sans oxygène, donc ça crée plus de gaz à effet de serre. Ça se décompose moins bien aussi, puis veut pas, ça contamine notre plateforme de compostage. Et comment être certain que le sac est bel et bien compostable? Habituellement, ça va être écrit sur la boîte compostable. Puis sur la boîte ou sur le sac, il va y avoir un logo mentionnant que le sac est bel et bien compostable. Puis il faut faire la distinction aussi entre compostable puis biodégradable ou ce qu'on entend aussi des fois oxo-biodégradable. C'est pas la même chose. Donc les gens pensent qu'en utilisant des sacs biodégradables, sont corrects, mais c'est faux parce que le sac biodégradable, oui, il va se décomposer plus vite qu'un sac de plastique, mais ça reste du plastique. Tandis que le sac compostable, habituellement, il va être fait plus en fécule de maïs. Donc il n'y a pas de plastique, matière plastique à l'intérieur. Donc il faut faire vraiment la distinction entre les deux, là. Et si les gens ne veulent pas investir dans des sacs compostables, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Oui, parce que les gens pourraient utiliser juste des essuie-tout, des papiers journaux, puis faire un genre de papillote, mettre les matières à l'intérieur. Sinon, il y a de sacs en papier, ils peuvent prendre une boîte de carton. Mais en fait, le sac n'est pas non plus nécessaire. Les gens pourraient décider de mettre leur matière directement dans le bac sans problème. C'est sûr que des fois, au niveau de pas de la salubrité, mais ça peut contaminer un petit peu plus le bac. Il va être plus sale, mais c'est ça, c'est pas nécessaire. Les gens pourraient mettre leur matière directement dans le bac, puis ça serait correct aussi. Et mis à part l'utilisation des mauvais sacs pour les matières compostables, est-ce qu'il y a d'autres consignes importantes à respecter? Je dirais l'espace entre les bacs. Parce qu'on parle, tu sais, souvent les gens, surtout lors des doubles collectes, les gens sont portés à coller leurs bacs un sur l'autre. Puis là, c'est problématique parce que nous, étant donné qu'on a des camions à chargement latéral avec un bras automatisé, le bras a besoin d'un certain espace pour pouvoir ramasser les bacs. Donc, c'est sûr qu'ils sont collés un sur l'autre, puis que l'opérateur essaie de le ramasser quand même, il risque de faire tomber le bac qui est juste à côté. Puis, c'est sûr que là, on ne peut pas non plus commencer à demander aux employés de sortir du camion, d'aller tasser les bacs à chaque fois qu'il y en a qui sont collés un sur l'autre. Parce que là, sinon, ça augmenterait les temps de collecte, les coûts et tout ça. Fait qu'on demande vraiment qu'il y ait un espace de 1 mètre autour du bac. Donc, que ce soit à côté d'un autre bac, là, qui ne soit pas collé, ni à côté d'un poteau, d'un véhicule, d'un mur de bâtiment, peu importe. Il faut qu'il y ait un espace d'1 mètre tout le tour du bac pour qu'il soit facilement là, ramassable.
Et est-ce qu'il y a d'autres consignes concernant les bacs, justement? Je dirais de mettre les bacs la veille de la collecte. Parce que ça, c'est souvent des gens qui nous appellent, nous disent mon bac n'a pas été ramassé, mais c'est parce qu'ils l'ont mis trop tard. Il faut penser que les camions commencent le matin vers 5 heures. Puis c'est sûr que même si un citoyen a l'habitude que son bac est toujours ramassé le soir, ça ne veut pas dire que ça va toujours être le cas. Des fois, on doit modifier des horaires de collecte pour différentes raisons, des bris de camion, peu importe. Donc, la collecte du soir peut se faire finalement le matin. Donc, si les gens ont l'habitude de le mettre tard dans la journée, bien, ils risquent de ne pas se faire ramasser. Fait qu'en le mettant la veille, bien, ils sont assurés que le bac va être ramassé parce que dans le fond, la journée, par exemple, c'est le mardi, bien, la journée peut commencer à 5 heures, mais elle peut se finir tard le soir, minuit, dépasser ça, là. Fait que c'est ça, c'est important de le mettre la veille. Puis, un autre aussi, une conseil, je pourrais dire, au niveau des bacs, c'est de bien les orienter parce qu'il y a encore des gens qui mettent leur bac à l'envers. Puis ça, c'est à ce moment-là, on peut briser le bac. Quand on dit à l'envers, c'est que en fait, le bac, il faut que les roues soient vers la maison puis l'ouverture vers le chemin pour qu'il soit facilement ramassable avec le camion. Fait que si on le met à l'envers, il y a des chances qu'il ne soit pas ramassé parce que si on essaie quand même de le ramasser, on pourrait briser le bac. Puis là, malheureusement, ça deviendrait notre faute là, qu'on aurait brisé le bac parce qu'il est à l'envers. Y a-t-il d'autres conseils aussi que vous aimeriez mentionner là, en lien avec la cueillette des bacs? Je dirais de bien regarder le calendrier parce que des fois, les gens, ils vont mettre le mauvais bac au chemin. Puis surtout, s'il y en a un voisin qui décide de mettre le mauvais bac puis tout le monde suit, bien, il y en a plusieurs qui n'auront pas mis le bon bac. Donc là, ils vont se ramasser puis qui ne seront pas ramassés. Puis c'est ça, une chose aussi que peut-être rappeler, si des gens ne le savent pas, c'est que nous, maintenant, nos camions, bien, ça fait déjà quand même quelques années, sont munis de GPS puis de caméras. Fait que c'est sûr que ça l'a permis aussi de régler plusieurs problématiques ou des plaintes parce que les gens nous appelaient pour nous dire bien, le bac n'a pas été ramassé. Mais on se rendait compte en regardant les vidéos que soit que c'était pas le bon bac qui était au chemin ou qui était tout simplement pas au chemin. Donc, c'est ça, ça a quand même facilité la collecte, mais c'est ça, juste faire attention là, de bien regarder le calendrier de collecte. Les dernières années, la MRC avait donné un contrat d'inspection des bacs à une agence. Est-ce que c'est encore le cas? En fait, non, on n'a pas donné de contrat à une agence cette année. On a décidé d'embaucher notre propre ressource, notre propre inspecteur. Donc, on espère que de cette façon-là, on va avoir une meilleure façon d'agir avec les citoyens, puis tout ça, puis ça va améliorer le tri, la gestion des matières résiduelles. Et quels sont les objectifs recherchés avec l'inspection des bacs et la tournée de cet inspecteur? En fait, les objectifs demeurent les mêmes depuis toujours, c'est-à-dire d'augmenter la qualité et la quantité des matières recyclables et des matières compostables, mais surtout de diminuer la quantité de déchets. Et bon, je sais que nous l'avons répété à plusieurs reprises, mais pouvez-vous nous dire les coûts que ça peut représenter, le fait d'envoyer beaucoup de déchets à l'enfouissement ou les économies qu'on peut réaliser en participant à la collecte des matières compostables? Bien, en fait, le déchet nous coûte 135 $ la tonne pour les envoyer à Rouyn-Noranda au lieu d'enfouissement technique chez Multitech Environnement. Tandis que le compostage ici à Fabre nous coûte entre 45 et 50 $ la tonne. Fait qu'il y a une différence d'entre 85 et 90 $ la tonne. Puis aussi, il faut penser que juste en déchets, on génère environ 6 200 tonnes de déchets versus 1 300 tonnes de matière organique, matière compostable. Fait que c'est sûr que les déchets nous coûtent extrêmement cher. C'est près de 900 000 $ par année que ça coûte là, à l'ensemble de la population. Fait que c'est pour ça qu'on mise vraiment à diminuer la quantité du bac noir, là. Et malgré tout, est-ce qu'au fil des années, vous avez remarqué quand même une bonne diminution? Bien, je dirais que les déchets, ça a toujours quand même resté assez stable. Toutes les matières ont resté pas mal stables. C'est sûr qu'il y a toujours une petite variation d'une année à l'autre, mais on ne voit pas de changement drastique là, pour dire là, que les déchets ont vraiment beaucoup baissé ou le compostage a augmenté. Je vous dirais que ça se maintient quand même relativement pareil là, d'une année à l'autre. Donc, on vise là, à avoir un changement bientôt. Oui, dans le fond, là, on veut vraiment que les gens là, fassent un meilleur tri à la maison, qu'ils ne mettent pas du recyclage puis du compostage dans le bac noir, donc qu'ils fassent vraiment un bon tri. Puis c'est de cette façon-là, de façon collective, là, qu'on pourrait diminuer la facture puis augmenter la qualité des matières. Alors, si les gens ont des interrogations ou des questions en lien avec la gestion de leur matière, où peuvent-ils trouver les bonnes informations? Bien, ils peuvent aller sur notre site Internet. Tout se retrouve là. Donc, toutes les informations donc, au www.mrctémiscamingue.org dans la section « Le collecte sélective et environnement ». Donc, vous avez toutes les informations par catégorie de bac, qu'est-ce qui se retrouve aussi dans les écocentres et tout ça. Donc, tout est situé là. Mais les gens peuvent aussi nous appeler directement à l'écocentre à Fabre s'ils ont des questions, peu importe, s'ils ne sont pas certains si ça se composte, ça se recycle et tout ça. Donc, au 819-634-2233. Un événement phare dans le paysage témiscamien sera de retour pour une 12e édition le 31 mai prochain, le Relais pour la vie. Cette année, il sera dédié à la mémoire de Sophie Brien, impliquée pendant de longues années dans l'organisation de l'événement.
Le tout se déroulera de nouveau dans la cour de l'Aréna Frère Arthur Bergeron et de plus, plusieurs nouveautés seront mises en place pour l'édition 2019 du Relais pour la vie du Témiscamingue. Les détails avec Anne Villeneuve, responsable des communications du comité organisateur. Et c'est sûr que ça prend quand même un comité qui s'implique. C'est pas une implication qui est longue dans le temps de l'année, c'est-à-dire on a commencé nos rencontres en janvier, ça se termine au 31 mai, mais c'est vraiment des gens qui ont plein de petits dossiers à s'occuper, contacter les gens qui sont les survivants ou les gens qui veulent s'impliquer, les gens qui veulent participer. Fait que c'est plus des relations, de bouche à oreille, de contact. Et toi, personnellement, pourquoi tu as choisi de t'impliquer dans ce comité-là? Bien, parce que j'ai des gens autour de moi qui ont subi le cancer, subi ou eu, on ne sait pas trop des fois comment le dire, mais il y a des gens qui ont survécu, il y a des gens qui sont décédés. Donc, je trouve que c'est une cause qui est importante ici pour le Témis parce qu'on a besoin de la recherche sur le cancer, vraiment, pour qu'il y en ait de moins en moins. Fait que moi, cette cause-là me tient à cœur. Quelle est l'importance, selon toi, d'avoir un événement comme ça, typiquement au Témiscamingue? On sait que ça existe par ailleurs ou en Abitibi, au Québec, mais l'importance d'avoir vraiment notre volet ici au Témiscamingue? Bien, dans le fond, ça se fait partout. Dans toutes les régions administratives du Québec, il y en a à la Sarre, à Amos, à Val-d'Or, mais tout cet argent-là, ça en va quand même à la société. Mais ça fait en sorte que plus tard, ça amène des trucs qui vont être peut-être plus spécialisés dans nos hôpitaux ici en Abitibi-Témiscamingue. Fait que oui, c'est important pour la cause, même si l'argent va à la société. Ça va devenir à un moment donné ici dans notre région en Abitibi-Témiscamingue. Et là, Anne, parle-nous, il y a beaucoup de nouveautés qui vont avoir lieu cette année. On parle d'un volet... des petits abris un peu, plus d'animation. Oui, dans le fond, ce qu'on veut, c'est maximiser les familles. Tu sais, souvent, les gens nous disent, ben moi, j'ai deux jeunes enfants, c'est difficile pour moi d'aller marcher, même si le relais il est moins long, il est d'une durée de 6 heures. On veut quand même avoir les familles, fait qu'on a décidé de faire vraiment de la place aux enfants, aux familles, des petits coins d'animation, un jeu gonflable, du coloriage, des choses comme ça qui vont faire en sorte que les jeunes vont pouvoir venir, puis il va y avoir des adolescents qui vont pouvoir les surveiller, les parents vont pouvoir marcher, fait qu'on veut vraiment miser sur la famille. Et même aussi, on parlait peut-être d'abris, de petits relais où les gens peuvent s'abriter s'il fait moins beau. Oui, bien là, on est là-dedans. C'est sûr qu'on est toujours à la merci de la température. Donc, s'il fait pas beau, bien, j'ai un petit contact avec la municipalité de Lorrainville pour peut-être avoir les espèces de tubs à feu pour avoir des petits coins pour aller se réchauffer si jamais la nuit, elle est plus fraîche. OK, parfait. Et là, il y a même aussi, je pense, un spectacle qui va avoir lieu au Barbe-Brou prochainement aussi. Oui, dans le fond, on a une activité de financement. Tous les profits vont aller vraiment au relais pour la vie du Témiscamingue. Le spectacle est fait au Barbe-Brou le 11 mai à 22 h. Le Barbe-Brou, tous leurs pourboires, ils vont les remettre au relais. Les groupes, ils font ça vraiment bénévolement. Les gars du son font ça bénévolement. Fait que tout le 10 qui se vend pour la vente des billets est complètement remis au relais. Puis pendant la soirée, on va commencer aussi à vendre des luminaires. Fait que s'il y en a qui veulent juste venir faire un petit tour vers 20 h, il va y avoir des luminaires qui vont être à vendre. Pourquoi les gens devraient s'inscrire au relais pour la vie, selon toi? Bien, c'est une cause qui tient à cœur à tout le monde. Au départ, oui, ça prend de l'argent pour aider les gens qui ont un verdict de cancer, mais ça prend aussi de l'argent pour éviter qu'il y ait un verdict de cancer. Fait que c'est important, la cause du relais. Pourquoi s'impliquer? Bien, pour se mobiliser, pour faire un petit clin d'œil, justement, en disant la vie est plus grande que le cancer, on va marcher, on va soutenir cette cause-là. Puis cette année, bien, on le fait en mémoire de Sophie Brignin, qui s'est battue pendant plusieurs années, qui a été aussi impliquée beaucoup. Donc, c'est notre petit clin d'œil pour la soirée. Et puis, peut-être nous rappeler justement, les gens qui ne sont jamais venus, à quoi ça peut ressembler l'ambiance du relais pour la vie? C'est assez sobre comme ambiance. C'est de 18 h cette année à minuit. C'est un relais de 6 h. On reprend la même formule que l'année dernière. Fait que c'est des petites animations. On dit qu'il y a des nouveautés au niveau de l'animation, mais c'est plus ce qui entoure. Sinon, des petites animations, c'est le temps de placoter, de se réunir ensemble, d'avoir tout le même but commun, d'avoir une petite pensée pour les gens qui sont décédés ou les gens qui se battent présentement. Fait que c'est quelque chose de ça, mais de vraiment important d'avoir cette dynamique-là, tout le monde ensemble cette année. Léane, rappelle-nous comment on fait pour s'inscrire, les gens qui veulent participer au relais. Où on s'inscrit, comment on procède pour s'inscrire? Bien, on s'inscrit dans le fond via le site de la Société du cancer. Il y a une page Facebook, le relais pour la vie du Témiscamingue. Allez la voir, toutes les informations sont là-dessus. Il y a aussi tous nos noms pour nous rejoindre, nous personnellement, le comité, les gens pour lesquels qu'il faut contacter pour se faire une équipe. On a un gros prix de présence d'un gros panier de 650 $ pour les équipes qui s'inscrivent avant le 1er mai. Et après ça, il y en aura un deuxième le soir de l'événement. Mais allez vous inscrire d'avance. Après ça, ça se fait tout via Internet. C'est quand même quelque chose qui est assez facile pour procéder à l'inscription. Et Léane, rappelle-nous la date de l'événement et peut-être inviter les gens justement à participer. Bien, dans le fond, c'est le 31 mai. Cette année, ça revient dans la cour de l'Aréna Frère Arthur Bergeron, dû aux rénovations dans la cour de l'hôpital. On se promène avec les rénovations. Fait que dans la cour de l'Aréna, à compter de 18 h le 31 mai 2019, on vous attend, le plus d'équipes possible, le plus d'argent qu'on peut ramasser.
La Marina de Ville-Marie sera l'hôte d'un tout nouveau festival les 29 et 30 juin prochains, la première édition du Festivoile de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Un événement pour les amateurs de voile, mais qui vise aussi à démystifier le sport auprès de la population. Des activités seront également offertes aux enfants. Le Festivoile est l'initiative de 3 véritables passionnés de la voile, Émilie Auclair, Josiane Bergeron et Alexandre Rivard. Rencontre avec l'une de ces passionnés, la Témiscamienne, Josiane Bergeron. Tout l'été, j'ai vu les voiliers, j'ai parlé avec les plaisanciers, puis je voyais que tous les plaisanciers avaient une belle petite étincelle dans les yeux. Un après-midi, il fait super beau, un bon vent, il y a un plaisancier qui m'invite sur son voilier, donc on fait un petit bout au moteur, on lève les voiles, on ferme le moteur et là, le vent gonfle les voiles. C'est un moment magique. Et là, je fais « OK, je viens de comprendre quelque chose. Là, je viens d'avoir comme une piqûre. » L'idée de créer un festival au Témiscamingue, ça vient de 3 personnes. Donc moi, Émilie Auclair et Alexandre Rivard. On est 3 jeunes voileux, donc ça fait même pas un an qu'on a nos voiliers. Puis on s'est rendu compte que la voile, c'était vraiment quelque chose d'accessible. Puis on est décidé avec le festival qu'on voulait démystifier la voile, justement. On voulait partager notre passion des voiliers, notre passion aussi de la baie des Pères à Ville-Marie. Le lac Témiscamingue, c'est un terrain de jeu incroyable pour les voiliers, pour les bateaux, tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment, ça vient de nous 3. On s'est dit, écoute, faut en parler, faut faire quelque chose pour la voile dans notre région. On est en train de travailler sur la programmation, donc il y a beaucoup d'activités qu'on a en tête, mais bon, faut regarder la possibilité de. Il y a certaines activités qui ne sont pas réalistes sur notre lac, par exemple du kitesurf, ça serait super beau, mais on n'a pas le plan d'eau adapté. Donc, les activités vont se dérouler principalement à la Marina de Ville-Marie, au Parc du Centenaire aussi. Donc, ça va vraiment se passer là, dans notre belle baie des Pères. En fait, par mon rôle de responsable de Marina, moi, j'ai créé beaucoup de contacts avec les plaisanciers, tout ça. Puis c'est un événement aussi qui se veut rassembleur. Donc, on veut rassembler les plaisanciers de la Marina de Ville-Marie parce qu'à la Marina de Ville-Marie, on est l'endroit où il y a le plus de voiliers sur le lac Témiscamingue. On voulait vraiment créer un engouement, en fait, même auprès de nos plaisanciers. Donc, puis évidemment, la baie des Pères, c'est l'endroit du lac Témiscamingue qu'on connaît le plus, nous, moi, Émilie puis Alexandre, parce qu'on l'a navigué beaucoup. Donc, c'était vraiment le lieu approprié et surtout qu'on a un soutien incroyable de la ville de Ville-Marie. Donc, la ville nous soutient, nous supporte, va nous faire du prêt d'équipement. On va avoir... on a beaucoup de conseils aussi de la part de l'équipe administrative de la ville, dont Geneviève Boucher, là, qui nous supporte, nous soutient beaucoup dans le festival. L'invitation est lancée vraiment à la population du Témiscamingue, du Nord-Est ontarien, de l'Abitibi, même de l'Outaouais. C'est un festival pour les mordus de voile. C'est un festival aussi pour les gens qui sont intéressés à en apprendre davantage sur la voile. On va avoir des activités autant pour les enfants, pour les gens qui veulent commencer à faire de la voile, des activités pour les gens qui ont déjà un bateau. Donc, on essaye de regrouper vraiment toute la population là, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Le cinéma du Rift propose depuis près de 10 ans une programmation dite de répertoire pour les cinéphiles qui aiment découvrir des films moins commerciaux et qui gagnent à être connus. Parmi ces films, on retrouve très souvent des œuvres primées lors de différents festivals, tant nationaux qu'internationaux. Un nouveau groupe Facebook nommé Écran libre a d'ailleurs été créé afin de promouvoir ces films auprès de la population. Nous avons rencontré Lisandre Rivard, responsable de la programmation du cinéma, pour nous en dire davantage. Aujourd'hui, on avait envie de se pencher un peu sur le cinéma d'auteur parce que c'est une offre de service qui existe depuis près de 10 ans maintenant au Témiscamingue. Puis, on voulait un peu se pencher sur la question pourquoi c'est important pour vous d'offrir cette diversité-là?
Bien, notre mission au Rift, c'est d'offrir justement plusieurs diversités. On a 3 piliers culturels très forts, art visuel, art de la scène et cinéma. Et on voulait offrir autre chose que justement du cinéma commercial. On a beaucoup de films qui s'adressent à tout public, pour la famille, des films d'horreur et tout ça. Mais là, on s'est dit que, dans le fond, jusqu'au Témiscamingue, on aimerait ça que les films d'auteur, les films indépendants, les films de d'autres pays puissent se rendre également. On a un public pour ça. On a un public fidèle qui adore les films différents, les films qui font réfléchir, les films, des fois, à plus petit budget qui sont très imaginatifs et qu'on ressort de là avec, dans le fond, on pense plus au sujet du film qu'au film lui-même, presque souvent. Donc, il y a 10 ans, il y a eu un comité qui a été mis sur place pour le cinéma écran libre, pour justement comme combler ce manque de cinéma d'auteur, de cinéma indépendant. Donc, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on fait du cinéma écran libre. On est rendu qu'on présente un film par mois, obligatoirement un film d'auteur par mois, souvent 1 ou 2 représentations dépendamment. On va chercher des films qui ont des certaines notoriétés, des prix, bien souvent. Comme cette année, on est parti en force avec le film Une affaire de famille, qui a gagné le prix du Festival de Cannes cette année. Donc là, on a pu présenter aux Témiscamiens et Témiscamiennes le film qui avait gagné le Festival de Cannes, qui a une assez grande notoriété. Ensuite, on a été chercher le film Nous sommes Gold de Éric Morin, donc un auteur de la région qui nous présente un film qui a été tourné à Rouyn. Donc là aussi, on va chercher un peu que les gens puissent venir voir le film pour ce plaisir-là, pour découvrir quelque chose. Et puis, dans le temps du jour, les films sont facilement trouvables sur Internet. On peut les louer sur des applications sur iTunes et tout ça. Mais les films d'auteur, les films québécois aussi, c'est plus difficile, on dirait, de les trouver sur Internet. Fait qu'on permet également ce processus-là de se dire, bon, enfin, il y a ce film-là qui est rare, qui est difficile à trouver, qui est différent, que je peux venir voir au cinéma du Rift. Et également de pouvoir se faire une petite sortie culturelle en même temps, de découvrir un film et d'en parler après pendant les écrans libres. Et justement, c'est une belle offre de service. On veut aussi qu'elle gagne à être connue. Alors, parlez-moi un peu de ce nouveau groupe Facebook qui a été créé là, tout récemment, le groupe Écran libre. Oui, dans le fond, la façon dont on communique les offres du cinéma, on y va beaucoup par infolettre, on y va beaucoup par publication Facebook. Mais comme je disais, le Rift, on a 3 piliers culturels, on a beaucoup d'informations à donner à la fois. Fait qu'on voulait comme filtrer un peu cette information-là et s'adresser aux personnes qui s'intéressent vraiment au cinéma écran libre. Que dans le fond, vous pouvez aimer la page Facebook du Rift, mais s'ajouter également au groupe le Rift Écran libre. Ainsi, vous pouvez avoir l'information générale du Rift et dans le groupe, l'information Écran libre. Donc, de cette façon, les gens vont pouvoir participer en disant s'ils ont apprécié le film ou non. Ils vont pouvoir également donner des idées si jamais il y a des films qu'eux ont vus, que nous, on n'a pas vus, qui ont vu la bande-annonce, ils se sont dit « Ah, ça collerait vraiment bien avec le concept Écran libre ». Vous pouvez donner des idées, donner des conseils, vous pouvez partager, vous pouvez dire « Rappelez-vous ce film qui avait passé Écran libre il y a quelques années, ça serait bien de le revoir ou quelque chose. » Fait que dans le fond, le groupe sert à partager, se donner des idées et échanger. En gros, c'est pas mal pour ça. Et depuis 2 représentations déjà, vous avez commencé à instaurer des petites causeries après une des représentations de films, parfois avec des personnes concernées, d'autres fois avec des gens du Rift. Donc, parlez-nous un peu de ce nouveau concept-là. Oui, dans le fond, depuis quelques années, le concept d'aller au cinéma se fait beaucoup plus solitairement qu'en groupe, dépendamment du genre de film, mais les cinémas écran libre attirent plus les gens qui veulent venir seuls. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir comme un petit moment en groupe. Les cinémas écran libre, généralement, on n'a jamais 500 personnes là, qui viennent voir le film. C'est souvent des groupes de 10, des groupes de 30 à peu près. Et on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un petit moment pour en discuter après, seulement pour échanger, pour voir si on a apprécié le film, quelle scène nous a marqué. C'est vraiment très, très simple. C'est un groupe d'amis presque qui se retrouvent ensemble pour dire hey, « Le film, est-ce que tu l'as aimé? Ah, je l'ai adoré. Ah, pas moi. Ah, pourquoi? » Tu sais, là, on se lance là-dessus. Donc, les ciné-causeries, on a instauré ça. Donc, à partir de maintenant, les gens restent après le film, on offre du thé et du café, on s'assoit en cercle et on échange. C'est jamais très long, ça dure tout le temps entre 10 et 15 minutes, des fois plus, dépendamment de ce que les gens ont à dire.
Parce que souvent, les films indépendants sont des fois un peu plus lourds. Tu sais, les fins sont différentes, l'histoire peut être différente. Si le film vient d'un autre pays, on a un clash culturel bien souvent. Alors, je me suis fait dire beaucoup par les cinéphiles qui viennent aux écrans libres, j'ai le cœur gros quand je sors de ce film-là. Et ça m'a fait du bien d'en parler, ça m'a fait du bien d'élaborer, ça m'a fait du bien de voir que j'avais quelqu'un d'autre qui ressentait la même chose que moi vis-à-vis des personnages ou quoi que ce soit. Fait que ça permet aux gens de se libérer l'esprit au lieu de tu rentres chez toi avec plein de questionnements. À la fin, je l'ai pas compris. J'aurais aimé ça savoir si quelqu'un d'autre l'avait compris ou quoi que ce soit. Et la dernière fois, on a eu le film Cache-Nexus de François Delisle, dont l'acteur principal est Alexandre Castonguay, qui est originaire de Rouyn-Noranda. Et l'acteur s'est déplacé pour venir nous parler, pour venir élaborer sur son rôle dans le film, pour venir discuter de qu'est-ce que l'auteur a voulu dire là-dedans et tout ça. Cette rencontre-là a duré plus que 15 minutes, ça, on peut le dire. Les gens avaient des questions, on avait une belle rencontre, on avait une belle présence. Donc, tout le monde est resté pour discuter avec le comédien. Donc, on essaye aussi d'offrir un peu plus ce genre de rencontre. On a des discussions entre nous, mais on essaye aussi de faire venir peut-être les artistes, les auteurs. On avait eu aussi le film « Ceux qui viendront l'entendront », un documentaire sur la langue autochtone, et le réalisateur avait été déplacé pour nous également. Donc, on en a discuté, on a discuté de son processus de création, on avait des questions à lui poser, il pouvait nous répondre directement. Donc ça donne une espèce de cachet aussi. On a un film en tête, et là, en plus, on a des réponses sous différentes scènes, sous les genres, le genre du film, pourquoi ça, pourquoi ci. Donc, c'est le fun, c'est vraiment intéressant d'entendre aussi les opinions des gens par rapport au film écran libre. Et bon, là, on sait qu'on s'adresse à des cinéphiles, peut-être un public un peu déjà conquis d'avance, qui s'intéresse à ça puis qui est content que l'offre se passe ici en territoire. Mais de quelle façon vous allez essayer d'aller rejoindre peut-être des nouveaux publics pour les initier à ça? Bien, déjà, avec la communication sur Facebook, on va chercher un public peut-être un peu plus jeune, parce que c'est plus les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Fait que, dans le fond, on va essayer de propager l'information de façon plus transparente. Donc, dès qu'on a un film, on l'annonce. Dès qu'on apprécie le film, on l'annonce. Les critiques, on le dit. Et de cette façon, je pense que ça va se propager, ça va faire des petits. Et évidemment, vu qu'on a un public fidèle, eux finissent par amener des gens avec eux. Ça aide beaucoup d'avoir des personnes qui sont déjà conquis, parce qu'après, ils se disent « Fais-moi confiance, toi aussi, tu vas aimer ça ». Donc, on compte beaucoup sur la collaboration des cinéphiles d'écran libre. On compte beaucoup sur le fait que l'information va se propager aussi. Donc, tranquillement, on va finir... Et puis, en effet, il y a comme un mythe entourant les films écran libre, les films d'auteur, les films indépendants, que c'est des films plus bizarres, que c'est des films moins accessibles, que c'est des films moins divertissants, ce qui est absolument faux. Il faut juste, justement, en écouter un ou deux, puis à un moment donné, on finit par se rendre compte que c'était qu'un préjugé, et on apprécie beaucoup, beaucoup ça. Là. Vous avez aussi pensé à un autre public, celui-là, des parents, des mamans qui voudraient sortir au cinéma entre elles et avec leurs enfants. Parlez-moi un peu du concept de ciné-poussette. Le ciné-poussette. Donc oui, c'est un nouveau concept qu'on vient de commencer. Dans le fond, on a fait un petit sondage. On a tâté le terrain sur les réseaux sociaux pour voir est-ce que ce serait intéressant d'avoir un film exprès pour les mamans, les parents en congé de maternité et les tout-petits. Ça avait déjà été lancé il y a quelques années. Ça avait bien marché, mais il faut juste reprendre la roue là où elle s'était arrêtée. On a d'abord fait un petit sondage à savoir quelle était l'heure à laquelle les parents étaient plus accessibles, l'heure de la sieste, comment on fait pour coincer ça là-dedans. Et tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est de prendre le film à l'affiche et de le placer à 10 h le matin pour les parents. On a des collations santé sur place. On a un petit coin allaitement avec des tapis de mousse par terre et des jouets si jamais l'enfant, finalement, le film, il l'aime pas trop. Les parents sont invités à venir. Dans le fond, c'est vraiment pour sélectionner les parents en congé maternité, pour pas qu'ils se sentent gênés de venir avec leur bébé, parce qu'ils se disent qu'il va y avoir d'autres parents avec leur bébé qui seront sur place. De cette façon, si jamais le bébé part à pleurer, ça dérange personne parce que, bon, on s'y attendait, c'est quand même... on est quand même au cinéma. La lumière est encore allumée, mais elle est tamisée. Comme ça, si vous avez besoin de fouiller dans le sac à couche vite, vous allez voir où est-ce que vous mettez les mains. Le son est baissé aussi. On baisse le son pour que les oreilles des enfants ne soient pas trop secouées. Et puis, c'est réservé aux parents. Dans le fond, on essaye de viser plus les parents en congé maternité qui viennent avec leurs enfants. C'est sûr
sûr que si un adulte veut venir tout seul, on va l'accepter, mais il faut qu'il s'attende à ce qu'il y ait des enfants et des bébés dans la salle. Et puis, dans le fond, c'est qu'on s'est rendu compte aussi en faisant notre petit sondage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'activités pour les parents en congé maternité. Il n'y a pas beaucoup... Ça commence, mais il n'y en a pas encore énormément. Fait qu'on s'est dit, tu sais, c'est ce genre de petites activités pour une maman qui est tout le temps à la maison avec son bébé depuis des semaines, la faire sortir de là et rencontrer d'autres mamans, ça fait un petit moment social, ça fait un petit moment, une petite sortie, même si c'est juste le temps d'un film, ça peut aider à comme se libérer un peu l'esprit. Et puis, vu que c'est le cinéma, on l'accommode pour ces personnes-là, t'as pas le stress de dire où est-ce que je vais changer mon bébé, si jamais elle a faim, qu'est-ce que je fais, Fait que tout ça, c'est comme, tout le monde vient ici bien relax à regarder un bon petit film le matin, comme ça, après, t'as toute la journée devant toi et tu vois des gens aussi. Donc, c'est pas mal pour ça, là. C'est en voyant la demande de parents qu'on s'est dit, bon, on se lance, on le fait. Ouais. Et donc, les parents qui seraient intéressés là, à participer, de quelle façon on se renseigne? Est-ce qu'il y a un groupe également pour ce projet-là? Ben oui, on a fait un groupe qui s'appelle les Ciné-Poussettes, le Rift. Donc, pour les parents qui sont intéressés de voir quel film est à l'affiche, quand est-ce que ça joue. Ça aussi, c'est une formule de 1 fois par mois pour le moment. Donc, vous pouvez aller vous ajouter sur le groupe, c'est ouvert à tous. Vous pouvez également suivre la page Facebook, on met l'information pas mal aux 2 places. Mais c'est sûr que si vous voulez de l'information uniquement sur le Ciné-Poussette, vaut mieux s'ajouter au groupe. Ainsi, vous allez avoir une notification qui indique « Le Ciné-Poussette vous parle ». Donc, c'est une des meilleures façons pour... c'est sûr, vous pouvez nous appeler aussi, nous contacter sur Facebook si vous avez des questions plus précises. Mais l'information, on la met beaucoup sur le site, sur le groupe de Facebook. L'entreprise de Fil en Aiguille propose désormais une nouvelle gamme de choix pour le tricot, de même que des produits à tendance écologique, le tout dans le but de diversifier son offre tout en maintenant ses services de couture et textile. Par ailleurs, le service de broderie et impression sur vêtements a été vendu à l'entreprise GoSport. Nous sommes allés faire un tour pour en apprendre davantage sur le nouveau concept de Fil en Aiguille. Les changements apportés, c'est surtout du côté tricot, parce que, en fait, l'an passé, j'ai mis le commerce à vendre parce que, comme un peu partout au Canada, au Québec, il manque de personnel. Donc, j'avais la broderie, j'avais plein de choses, fait que je courais un peu partout. J'ai donc mis à vendre. Puis, j'ai vendu tout le côté gros équipements, comme la broderie, tout ça, ça a été vendu à GoSport, qui est resté au Témiscamingue, qui est une très bonne chose, c'est resté chez nous. Puis, j'ai gardé seulement le côté couture et le côté tricot. Mais on a décidé de faire une métamorphose, faire vraiment un côté couture et vraiment un côté tricot, ce qui est le nouveau de l'entreprise, le plus gros nouveau de l'entreprise. Ce qu'on voulait faire aussi, c'est créer un endroit où que les gens peuvent venir s'asseoir, jaser, apprendre de nouvelles choses, un petit café aussi. Fait que vraiment une place où que c'est chaleureux, qu'on peut... venir se rejoindre. C'est comme on disait aussi, tu sais, souvent, ça peut être des gens qui connaissent ça depuis longtemps, qui montrent à des nouveaux. Fait que c'est comme une passation de savoir. C'est des choses qui se savaient puis qui vont se continuer, qu'on veut qu'ils se continuent dans l'avenir. Et diriez-vous que vous sentez qu'il y a un engouement pour le tricot qui renaît? Oui, vraiment. Moi, je suis là, je vais rentrer de la laine, un peu de laine depuis à peu près 5 ans. Puis vraiment, je dirais qu'il y a 50 à peu près de ma clientèle qui sont des jeunes. Fait que vraiment, ça tricote beaucoup, là. Puis il y en a beaucoup aussi qui veulent apprendre. Fait qu'on s'est dit qu'on va donner des cours, faire des petits ateliers là, pour aider les gens aussi à apprendre le tricot et le crochet. On a beaucoup de laine teinte à la main. C'est sûr que c'est des super de belles laines. Moi, j'en teins aussi. Puis chaque balle de laine sont différentes. Fait que c'est vraiment le fun là, de voir. Puis c'est des collections colorées aussi, là. En fait, je pense que la zone tricot et couture, c'est comme toutes des choses qui reviennent. C'est ce qui revient vraiment. Puis on a beaucoup de choses axées sur l'environnement qui s'en viennent aussi. Puis je peux laisser les... On a rentré des linges qui sont compostables, réutilisables. On veut aussi fabriquer des sacs pour les légumes. Il y a d'autres choses aussi qu'on veut faire rentrer là, vraiment pour l'environnement. Beaucoup, les gens reviennent au Témiscamingue, ou bien reviennent pour l'achat local.
on sait ce qu'on a versus si tu commandes Internet, tu reçois des choses que tu ne voulais pas nécessairement toujours. Tu t'imagines économiser, mais finalement, tu t'aperçois que tu as des retouches à faire ou tu as des... Fait que beaucoup, les gens reviennent à l'achat local. Surtout avec la laine, on peut le toucher, on peut le voir en vrai. Puis aussi avec les couleurs, on vient jouer avec les couleurs de l'eau. Fait que c'est important d'avoir dans les mêmes lots aussi. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment mieux venir le voir en vrai que de commander. Il y a quelques collections du Québec. Il y en a aussi, la plupart des laines teintes à la main sont du Canada. Oui, on a un service de réparation et d'ajustement de vêtements. Ça, on a ça depuis le début. Fait qu'on continue à faire ça. Puis, on a aussi le service, le dépôt de nettoyeur qu'on offre. Dans les tissus, on a le coton qu'on garde présentement, coton polar qu'on va garder pour ceux qui font de la courte pointe. Il y a beaucoup de courte pointe qui est revenu aussi. Les gens peuvent aller aimer la page Facebook, vraiment nous suivre. On va faire beaucoup de publicité à travers de Facebook, de notre page. Fait que c'est important d'aller aimer la page et partager aussi les publications. Le Témiscamien Gilles Gobeil a vécu l'aventure d'une vie en mars dernier alors qu'il a participé à la traversée du lac Abitibi, une balade en ski de fond de 100 km en 5 jours. Une aventure qui ne fut pas de tout repos alors que les conditions climatiques hivernales et l'effort physique sont très exigeants pour le corps humain. Toutefois, le principal intéressé confie en être sorti grandi et songe même à revivre l'expérience l'an prochain, cette fois mieux préparé, sachant à quoi s'attendre. Rencontre avec l'aventurier Gilles Gobeil. J'ai toujours fait du ski de fond depuis que je suis petit. Ça fait au-dessus de 60 ans que je fais du ski de fond. J'ai toujours aimé ça. Puis j'avais de l'expérience en camping d'hiver aussi avec les scouts. Fait que ça combinait les deux. Et c'était un défi que je trouvais intéressant. Ça faisait 2 ans que j'y pensais. Puis là, cette année, j'ai décidé de l'essayer. Moi, c'était la première fois que je le faisais, puis ce qu'on m'a dit, c'était une des plus difficiles parce que il y avait un tiers du trajet à peu près qui était très vallonneux à cause du vent puis de la quantité de neige, donc c'était beaucoup plus dur. Et à cause du froid, parce qu'on a sur 5 jours, on a frappé 4 jours, c'était entre moins 25, moins 30. Oui, j'ai eu quelques problèmes. Premièrement, je n'avais pas l'expérience de certains, donc j'avais trop de matériel, donc mon traîneau était trop lourd. J'avais pas une bonne fixation, puis des bonnes bottines pour faire ce genre de choses-là. J'avais des bottines ordinaires. Depuis ce temps-là, j'ai corrigé ça. Mon attelage aussi pour mon traîneau, c'était pas adéquat. C'était un attelage rigide, puis en réalité, ça prend juste une corde et un bungee. Ça va très bien. Le matériel, il est tout installé dans une toile qu'on place sur le traîneau. La raison, ça tient tout le matériel ensemble. Puis la deuxième raison, c'est que s'il y a de la pluie ou de la neige fondante, pour pas que tout le matériel se mouille. Puis la toile aussi sert à mettre en dessous de la tente. Ça peut servir aussi de dépannage si jamais la tente brise. Ça prend une pelle. La pelle, c'est pour installer la tente. Puis aussi, se faire un trou pour pouvoir être à l'aise pour quand on cuisine, parce qu'on n'a pas de table. Là. OK? Donc, c'est une petite pelle là, qui se rallonge. Ensuite de ça, ça prend des raquettes pour taper ou autour de la tente. Là, c'est pas toujours tapé, là, fait que ça prend des raquettes pour pouvoir se déplacer une fois qu'on est rendu au campement. Donc là-dedans, ça, c'est, mettons, les vêtements, puis peut-être une partie de la nourriture, mais c'est essentiellement les vêtements. Parce que ça prend des vêtements de rechange, surtout quand tu arrêtes le soir, ça prend un bon manteau. Parce que tu as travaillé toute la journée, puis là, tu as froid. Là, tu te mets une bonne doudou, là, parce que pour ne pas geler avant de faire ton souper. Puis là-dedans, ici, là, j'ai tout le restant du matériel. Le matelas de sol, l'hiver, ça prend absolument un matelas de sol. Un bon sac de couchage. Une petite tente. Le bidon de kérosène ou de naphta. Puis le poêle. La gamelle. Puis 2 thermos d'1 litre pour l'eau. Oui. Parce qu'on ne traîne pas d'eau, on fait fondre de la neige. Okay. Ça serait trop lourd. Puis de toute façon, ça gèlerait complètement. Fait que le soir, on prépare de l'eau pour le lendemain.
On se levait aussitôt qu'il faisait clair. Et là, il faut déjeuner, il faut se dépêcher de déjeuner, lever le camp. Puis là, on partait à peu près vers 8h30, 9h. Puis là, ben, tu fais du ski, tu as 1 ou 2 arrêts dans l'avant-midi, un arrêt pour dîner. Dîner, là, on mange froid, là. Puis on arrivait au site de camp autour de 4h, 4h30, pour avoir le temps d'installer les tentes, se préparer, pour pouvoir faire à souper, pour que quand il faisait noir, on avait mangé ou on finissait de manger. Les gens sont fatigués, on se couchait pas longtemps après qu'il faisait noir, ça veut dire 8h, 8h30, la plupart des gens étaient déjà au lit, puis on se levait à 7h le matin à peu près, aussitôt que commençait à faire clair. Ça a duré 5 jours, donc on avait 4 couchers et on faisait en moyenne 20 km par jour. Ça variait un peu, mais c'était autour de 20 km par jour. Le plus difficile là-dedans, c'est de se lever le matin. Parce qu'en camping d'hiver, là, au froid, vivre 5 jours au froid, là, ça pompe beaucoup d'énergie, ça, de lutter contre le froid. Puis là, on n'a aucun chauffage. Fait que quand tu te lèves le matin, que tu sors de ton sac de couchage, s'habiller puis déjeuner dehors, là, quand il fait moins 28, moins 30, là, c'est pas évident. Mais c'est exigeant. C'est exigeant physiquement puis mentalement parce qu'il faut être tenace. Oui. Être prêt à aller au bout de ses capacités. Tu es fatigué, mais tu continues. Puis, c'est une belle expérience. Il y a beaucoup d'entraide. Même si chacun est autonome, là, il y a quand même beaucoup d'entraide dans le groupe. Il y a une belle ambiance. C'est vraiment un groupe plaisant. Là. C'est une belle expérience humaine aussi. Pas juste un défi là, physique. Là. C'est aussi une expérience humaine de rencontrer du monde, d'avoir un point commun. Là. Oui, je vais la refaire l'an prochain. Okay. Puis là, je vais être bien équipé. Puis là, je sais à quoi ça ressemble. Là. Puis, parce que les commentaires que les gens m'ont faits, ils ont dû faire ça la première fois à l'âge que tu as. On n'a pas vu ça souvent, parce qu'il y avait un monsieur bien plus vieux que moi, il avait 73 ans, je pense. Puis lui, ça fait 14 fois qu'il le fait. Tu t'en vas sur le lac, tu as l'impression de t'en aller au bout du monde, c'est tout blanc. Là. Puis c'est le même toute la journée. Là. C'est grand, le lac Abitibi. Hein. Fait que c'est beau. J'avais un peu d'expérience dans le camping d'hiver, mais j'en ai appris pas mal. Parce que moi, j'avais l'expérience de partir, mettons, 2 jours. Mais puis avec les jeunes, puis on ne fait pas 20 km de ski là, avec un traîneau, avec 75 livres de matériel. Là, c'est différent parce que 5 jours de temps où tu n'es jamais au chaud, c'est exigeant. Très exigeant physiquement. Puis en plus, traîner 75 livres de matériel. Mais quand tu fais du ski, tu ne gèles pas. Claude Thibault, propriétaire du restaurant Chez eux de Rouyn-Noranda, sera candidate à l'investiture pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. La nouvelle a été confirmée par la ministre du Tourisme Mélanie Joly en entrevue à l'émission Des Matins en Or sur les ondes de Radio-Canada. Lors des élections fédérales d'octobre 2015, Claude Thibault avait fait campagne pour le Parti libéral du Canada. Madame Thibault est également connue pour avoir dirigé l'organisme 48e Nord International, un organisme dont le mandat est d'aider la croissance des activités de commerce extérieur en Abitibi-Témiscamingue. Par ailleurs, un premier candidat a annoncé ses intentions de représenter le Bloc québécois dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue aux prochaines élections fédérales. Il s'agit de Sébastien Lemire, coordonnateur du Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue. Impliqué dans le mouvement étudiant et dans le mouvement souverainiste, il a aussi été président de l'aile jeunesse du Parti québécois il y a une dizaine d'années. Sébastien Lemire indique qu'il vient d'une famille pour laquelle l'engagement pour la région est important. La direction que prend le Bloc québécois, annoncée lors du congrès de refondation du parti, a confirmé l'intention du candidat de faire le saut. Rappelons que les prochaines élections fédérales auront lieu le 21 octobre prochain. Une aide financière de 1,5 million de dollars sera accordée à l'Association touristique régionale de l'Abitibi-Témiscamingue. La ministre du Tourisme, Mélanie Joly, était de passage dans la région pour en faire l'annonce au nom du ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions. Les sommes obtenues seront utilisées pour des projets dont l'objectif est de stimuler l'économie régionale.
L'engagement de 6 Franco-Ontariens pour la langue française dans leur communauté a été souligné le lundi 15 avril dernier et tel que décrit par la journaliste Anne-Marie Provost de ici Radio-Canada, une médaille de l'Ordre de la Pléiade leur a été remise lors d'une cérémonie à l'Assemblée législative de l'Ontario. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance solennelle à la salle de musique située dans les appartements de la lieutenant-gouverneure. C'est la ministre des Affaires francophones et procureure générale de l'Ontario, Caroline Mulroney, qui a présenté les 6 récipiendaires. L'ombre des compressions de son gouvernement dans les services pour les francophones a plané lorsqu'elle a vanté les réalisations d'un des récipiendaires, François Boileau, commissaire au service en français de l'Ontario. Son bureau sera bientôt dissous à la suite d'une décision du gouvernement Ford. Figure imposante de la francophonie en milieu minoritaire, François Boileau occupe le poste de commissaire au service en français de l'Ontario depuis août 2007. Chien de garde des droits des francophones en Ontario, il reçoit les plaintes du public et présente des recommandations. Il était auparavant conseiller juridique au commissariat aux langues officielles. De 1993 à 2003, il a également occupé plusieurs fonctions à la Fédération des communautés francophones et aussi acadienne du Canada, la FCFA. Il a notamment représenté la FCFA devant la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Montfort. Et plus près de nous, notons la présence parmi les récipiendaires de Réjeanne Bellil-Massy, qui est active depuis longtemps dans la communauté francophone du Témiscamingue ontarien. Elle est notamment l'une des pionnières du Festival des Folies francophones et du village de Noël Témiscamingue au centre-ville de New Liskeard. Elle s'implique également au Centre culturel Artem, un organisme dédié à la promotion des arts et de la culture francophone de la région. Questionnée par Radio-Canada après la cérémonie, elle a affirmé que les compressions dans les services aux francophones étaient un recul. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les récipiendaires, vous consultez le site Internet de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est à l'adresse apf.francophonie.org. Rappelons que les récipiendaires sont choisis par un comité non partisan de parlementaires, membres de la section ontarienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et voilà ce qui complète cette édition d'Info Témis. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous invite à visiter notre site web témis.tv ainsi que notre page Facebook pour être à l'affût de tout ce qui se passe dans notre programmation. Et d'ailleurs, parlant de programmation, on vous invite à faire un tour du côté de New Liskeard entre le 25 et le 28 avril parce que c'est le Festival des Folies francophones, des activités pour tous les goûts pour célébrer justement le fait francophone. Donc, c'est une invitation à toute la population. À la semaine prochaine! Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.